Alors, aujourd'hui, on accueille Céline. Bonjour Céline. Bonjour Sidonie. Alors, Céline, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Eh bien, je suis Céline, je suis sophrologue, je suis maman, je suis très connectée à la nature, aux gens, j'aime les gens, j'aime la nature, voilà. Ok. Et est-ce que tu peux peut-être, pour nos auditeurs, redéfinir une petite définition de la sophrologie et aussi de ta manière de la définir, comment toi tu l'utilises, comment toi tu la vois? Ok. Du coup, la sophrologie, c'est un ensemble d'outils et une façon de vivre, de prendre les choses en fait, en étant plus connecté à soi, d'abord à son corps, les sensations qu'on peut vivre, qu'on peut ressentir à différents moments. C'est ça qu'on va essayer de repérer. Et puis à sa respiration, qu'on va essayer aussi de mieux connaître, d'observer. Et puis on peut utiliser aussi en sophrologie des images, l'imagerie mentale, quand on part du principe que le cerveau ne fait pas forcément trop la différence entre ce qu'on imagine et le réel. Donc on peut lui faire vivre et nous faire vivre d'autres moments par cette imagerie mentale. Par exemple, moi, c'est vrai que j'ai la chance de te connaître déjà un petit peu, et tu donnais l'exemple d'un sportif qui aurait été blessé, par exemple. Par exemple, on peut utiliser la sophrologie dans le cadre sportif et notamment pas uniquement pour se détendre ou lâcher prise, mais aussi dans la récupération, quand on a été blessé, si on a été blessé, pour mieux récupérer, peut-être aller plus vite. Dans la récupération physique, on va passer par le mental, en fait, et faire vivre à notre cerveau un moment sportif. Donc l'imaginer, ne pas le vivre physiquement, mais uniquement mentalement. Et ça va permettre, évidemment, en s'exerçant plusieurs fois, d'améliorer la récupération. En fait, tu joues des blagues à ton cerveau, quoi. C'est un peu ça. C'est assez Ok. magique. Alors évidemment, c'est cadré. Il y a un cadre dans cette pratique. On ne fait pas n'importe quoi. Mais l'idée, c'est les grands principes quand même en sophrologie, c'est d'aller chercher le positif, de le renforcer en partant du principe que le positif amène le positif. Donc c'est ce qu'on va aller chercher. C'est s'adapter à soi, ou le sophrologue, il va s'adapter aussi à la personne qui va accompagner. On ne fait pas quelque chose qu'on n'a pas envie de faire ou qu'on ne peut pas faire physiquement. Surtout, il y a de l'adaptation dans la Ouais. pratique. Et puis, le moment présent, on vit la réalité le jour J. Quand on vient me voir, on est dans un état qu'on va essayer de repérer ensemble. Et puis, c'est sans doute pas la même chose que si on vient me voir le lendemain. Tu Donc, fais en c'est fonction de ce qui est présent, ça. et puis ok. Et comment toi parce que donc aujourd'hui tu accompagnes des personnes par la sophrologie, qu'est-ce qui fait que tu en es arrivée là? C'est quoi ton parcours en fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives là, Céline? Et c'est une très bonne question. Effectivement, il y a eu un moment dans ma vie professionnelle, et puis évidemment, ça a déteint sur ma vie personnelle, mais en tout cas où j'étais en détresse, en tout cas, ça allait pas très bien. Et c'est une amie qui m'a dit, mais pourquoi t'essayerais pas la sophrologie? Et à partir de ce moment-là, j'ai ouvert un peu les yeux, j'ai regardé autour de moi, et juste derrière mon bureau, il y avait une sophrologue. Ah, voilà. Donc c'est ma première rencontre facile avec la sophrologie. Je suis donc allée la voir plusieurs fois. Et assez rapidement, en fait, ce dont j'avais besoin, c'était des clés pour retrouver confiance en moi et pour réussir, moi, en fait, à prendre les choses en main, à me poser les bonnes questions, finalement. Donc, capacité de recul, certainement un peu plus de calme. Et puis apprendre un peu à gérer les émotions. J'étais assez en colère à ce moment-là et j'avais aussi beaucoup de peur. Donc ça m'a permis de canaliser tout ça grâce aux outils qu'elle m'a fait expérimenter et la personne qu'elle était, évidemment. Parce que je pense que c'est important Oui. aussi le praticien qu'on va voir. Tout à fait. Peu importe la pratique Mhm. que l'on teste, mais c'est l'humain aussi qu'en face de nous qui va aussi nous permettre de trouver les ressources en nous. Et donc c'est plusieurs années plus tard, une fois que j'avais compris que c'était le métier que j'exerçais qui me convenait plus, pas forcément pas mon employeur, mais plutôt le milieu dans lequel j'évoluais qui me correspondait plus, je me suis mis à chercher ce que je voulais faire d'autre. Voilà, donc en gros, donc si je reprends ce que tu dis, en gros, c'est que tu te rendais compte que tu n'étais pas bien, tu savais pas trop pourquoi. Et en fait, tu as réappris à t'écouter, à écouter, à prendre du recul, et du coup, à pouvoir écouter vraiment ce que tu avais dans le cœur.
et grâce à la sophrologie. C'est ça. Et donc ça t'a donné envie du coup de te former et de faire de la sophrologie, toi, pour aider des gens. C'est ça, exactement, en fait. C'est venu un peu plus tard, mais quand j'ai été prête à changer de voie, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et là, il y a comme une petite voix dans ma tête qui m'a dit, mais comment on fait pour être sophrologue ? Et donc là aussi, facile. J'ai ouvert mes yeux, j'ai regardé autour de moi, et il y avait une école qui venait d'ouvrir, ça faisait quelques années, peut-être 1 ou 2, 3 ans, qu'il y avait une école sur Caen. À Saint-Comté, donc c'était facile. Oui, effectivement. Et parce que sinon, j'avais regardé, il y en avait à Paris, il y en avait dans d'autres villes de France, mais là, c'était assez facile, avec une session qui ouvrait quelques mois plus tard. Voilà, donc tout s'est finalement assez enchaîné assez facilement. Après, moi, je suis de ceux qui pensent que quand c'est facile, il faut y aller. Quand il y a des difficultés, il faut se poser la question si c'est le bon chemin qu'on prend. Là, en tout cas, c'était facile. Ok. Et du coup, alors toi, aujourd'hui, donc tu travailles avec des adultes en groupe, en individuel, comment ça se passe Alors, je fais un peu tout parce que je sais pas choisir et j'aime faire des choses. J'ai pas envie et j'aime faire des choses très différentes. Donc, en gros, mon public, il va de, on va dire, 4 ans, 3-4 ans. Après, trop jeune, on peut pas vraiment faire de sophrologie. Il faut quand même avoir une certaine conscience de son corps et capacité à s'exprimer. Mais en groupe, on peut commencer on va dire, vers 3-4 ans. Jusqu'à, je fais des groupes de personnes avec des personnes âgées, donc voilà, jusqu'à longtemps. Et c'est quoi, du coup, les objectifs ? Alors, par exemple, avec les enfants, avec les personnes âgées, qu'est-ce que la sophrologie... Je reprends. Qu'est-ce que la sophrologie, ou enfin ta sophrologie peut apporter à des enfants ? Qu'est-ce que ça peut apporter à des personnes âgées ? Quels sont les différents les différents bienfaits que tu peux leur apporter ? Alors moi, là où je me sens bien et ce que j'aime faire, c'est accompagner les personnes dans pour mieux vivre leurs émotions, dans la recherche de leur potentiel, les capacités qu'ils ont en eux, et puis du coup, améliorer leur confiance. Après, ça peut être aussi être plus en lien avec son environnement. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et du coup, l'enfant, dans son apprentissage, très souvent les enfants qui viennent me voir, c'est qu'à l'école, il y a quelques difficultés, en tout cas. Quel type de difficultés ? Ça peut être des problématiques d'apprentissage, ça peut être la concentration. Très souvent, c'est la concentration. C'est souvent, voilà, on a dit aux parents, ça serait bien que vous emmeniez votre enfant voir quelqu'un. Donc, dans quelqu'un, ça peut être beaucoup de choses. Ouais. Et quand quand il y a la chance que quelqu'un dise si t'allais voir ce que c'était la sophrologie, et voilà, du coup, c'est souvent ces enfants-là que je vois, parce que soit c'est un peu la dernière solution, soit on se retrouve avec des fois un diagnostic ou une problématique, on ne sait pas quoi en faire quand on est parent. Donc en fait, ça peut aider par exemple un enfant à canaliser son énergie en classe, à mieux gérer, à mieux redistribuer son énergie. Oui, tout à fait. Là, du coup, j'ai créé un groupe de SophroKids le mardi soir dans la ville où j'habite. Et c'est super endroit parce qu'on n'est pas très nombreux. Je prends au maximum 8 enfants et en général, ils sont plutôt 3 ou 4. Et c'est un cadre privilégié parce qu'à à l'école, il y a des enseignants qui aimeraient bien faire tout ça ou qui font déjà beaucoup de choses. Il y a des belles actions à l'école, mais quand on a 25 ou 30 élèves, c'est plus compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir un petit groupe de 3-4 enfants. On est 1 heure ensemble, et donc même si l'énergie déborde, les émotions débordent, c'est pas très grave. Par contre, on apprend à s'écouter, à s'exprimer, exprimer ses émotions, exprimer la météo qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend enfants, et pour autant, ça veut dire que si ces enfants ils apprennent à exprimer, ils auront moins de difficultés aussi adultes de reconnaître leurs émotions, déjà de nous, adultes, les accepter. C'est ça, parce qu'à nous en tout cas, moi je me considère d'une génération à qui on n'a pas trop appris. En tout cas, il fallait être un peu lisse. Lisse, calme. C'est ça. Pas on trop voit bouger. bien qu'aujourd'hui, en tout cas, ça marche plus avec nos enfants. Alors moi, je dis tant mieux, même si c'est très fatigant pour nous les parents ou les encadrants. Après, voilà, c'est mon point de vue, mais pour le coup, c'est intéressant d'avoir quand même des outils pour ces enfants-là, pour que eux puissent déjà, dès 3-4 ans, on peut apprendre à reconnaître quand ça vient, quand peu importe l'émotion, mais quand ça déborde, et puis trouver ensemble quel type d'outils ils peuvent mettre en place. Et puis nous, les parents, ou les enseignants, ou les adultes qui encadrent ces enfants, c'est comment nous, on peut gérer ça.
Ce que j'allais dire, aussi. ça peut aussi aider la relation parent-enfant. En Oui. fait, s'il y a une relation difficile entre un parent et un enfant, on peut aussi les tourner vers la sophrologie, finalement. Oui, alors après, ça va probablement dépendre du praticien Bien qui est sûr. en face. Mais en tout cas, moi, c'est un peu l'idée quand il y a un parent qui m'amène un enfant. Très souvent, il y a une problématique aussi liée aux parents. Mhm. Et du coup, on est arrivé plusieurs fois à des séances parents-enfants Ouais. où, en fait, on va faire de la sophrologie, mais on va aussi apprendre à communiquer, à exprimer. Créer du lien, en fait. Créer du lien, c'est Ouais, ça. ok, super. Et du coup, donc ça, c'était le côté parent, le côté enfant. Et au niveau, donc tu parlais de personnes âgées, on a parlé des sportifs tout à l'heure. Là, tu as parlé des personnes âgées. Qu'est-ce que tu peux faire avec les personnes âgées? Quels sont les objectifs que tu te mets avec les personnes âgées? Alors pour l'instant, les expériences que j'ai eues, pourquoi on m'a interrogé, fait venir en général, c'était parce que j'ai une entrée 5 sens. Mhm. Et c'est vrai que quand en tout cas dans les résidences pour les seniors ou les clics, etc., il y a très souvent les 5 sens font partie des activités proposées souvent parce que ça permet d'avoir un vrai lien avec soi et puis de continuer à entraîner sa mémoire. C'est vraiment un super outil pour continuer à faire marcher son cerveau. Et puis c'est surtout très ludique. Alors moi j'aime beaucoup ce qui est drôle, j'aime beaucoup les jeux. Donc avec les 5 sens, on peut faire beaucoup de choses. Donc je fais des ateliers 5 sens avec de la sophrologie et d'autres outils. Et je fais aussi des sophro-balades où là on se promène. Alors c'est pas de la rando, donc on se promène doucement dans l'environnement de la résidence, dans les parcs. Voilà. Je m'adapte au lieu dans lequel là où je vais. Et puis là, on fait aussi des pauses, respiration, éveil des sens. Ok, super. Pour se reconnecter finalement à nos 5 sens, parce que des fois, il y en a même qu'on zappe un peu. C'est ça. Je pense entre autres à l'odorat, c'est que c'est souvent le dernier qu'on va voir. C'est ça. Ok. Et moi, j'aurais bien voulu, parce que donc, là encore, j'ai de la chance de te connaître déjà un petit peu. Il y avait un cas que j'avais bien aimé. Tu m'avais dit que tu avais accompagné un sportif un jour et que tu avais travaillé sur le sommeil, sur l'amélioration du sommeil. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu? Oui, en fait, j'ai eu un deuxième sportif qui est venu me voir voilà. il n'y a pas très longtemps. Enfin, en tout cas, pour ces sportifs qui font du trail ou des courses en fait, très très longues, voilà, où pendant plusieurs jours ils courent ou ils font du vélo, mais en tout cas ils s'arrêtent très peu pour dormir, voire pas du tout. La question qui m'avait été posée, c'est mais est-ce que tu peux m'apprendre à dormir vite? Efficace, quoi. Pour les deux, c'était la question dans les deux cas. Donc effectivement. Et t'as répondu quoi? Je sais pas si c'est dormir vite, mais en tout cas j'ai répondu ce qui serait intéressant déjà, c'est que tu apprennes à connaître ton sommeil, comment ça fonctionne chez toi, quelles sont les habitudes que tu peux prendre pour l'améliorer. Et si déjà dans ton quotidien, est-ce que c'est compliqué ou pas? Oui. Et puis ensuite, sur le temps de course, ce qui est intéressant, c'est de reconnaître les signes, les moments où tu sens que l'énergie baisse. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, ça peut être dormir, ça peut être des siestes flash, ça peut être une pause, juste respirer, peu importe, à voir ensemble quels sont les outils qui peuvent te permettre de récupérer plus vite, mais de repérer les signes. Et en fait, pour toutes les pratiques, ça sert. Enfin, pour moi, la sophro, c'est d'abord un outil de prise de conscience de soi et de comment on se sent. Et en fait, dans la vie de tous les jours, se rendre compte que, je sais pas, il y a un aliment qui ne nous convient pas pour ça, il faut déjà observer les sensations une fois qu'on l'a mangé. C'est un exemple de la vie de tous les jours. Pour un sportif, repérer les moments où l'énergie va être plus basse pour faire une pause, manger quelque chose, je sais pas, ça peut être aussi intéressant. Oui, tout à fait, parce que les sportifs de haut niveau, c'est pas forcément ceux qui vont... Alors, pas tous, mais les sportifs, disons, intensifs, ce ne sont pas ceux qui vont forcément le plus s'écouter, justement. Non. Et ils vont y perdre au final. Tout à fait. Et c'est pas ceux qui se connaissent, les sportifs sont pas forcément ceux qui se connaissent le mieux, en tout cas, qui ont un meilleur rapport avec leur corps. Donc ça permet déjà ça de base. Avant de penser à l'imagerie mentale, les techniques de base, elles sont vraiment corporelles. C'est faire un mouvement et observer ce qu'on ressent quand on le fait. Et le faire plusieurs fois parce que probablement d'un jour à l'autre, on va pas ressentir la même chose. Repérer qu'il y a des parties de notre corps qui sont tendues, d'autres qui sont plus détendues.
Il y a peut-être que si on est très douloureux du dos, se rendre compte que finalement nos jambes vont bien, notre tête va bien, dans nos mains ça va, ben, ça peut permettre aussi de défocaliser. Enfin, il y a vraiment tellement d'utilité. C'est ce que j'aime avec la sophrologie, c'est qu'en fait, on peut accompagner des gens très différents. Et puis, j'apprends encore toujours et on peut faire vraiment beaucoup de choses, des thématiques très différentes. Pour moi, c'est illimité. Oui, c'est super. En fait, donc, si je résume ce que tu es en train de dire, c'est que la sophrologie, pour toi, c'est un outil de connaissance de soi, mais de connaissance en profondeur, en particulier en ce qui concerne les ressentis physiques dans le corps, que ce soit des émotions, que ce soit des sensations, des tensions, des choses comme ça. Donc c'est vrai que quand on apprend à s'écouter, après, c'est peut-être plus facile de, je sais pas, par exemple, d'aller voir un ostéo avant que ça claque ou ce genre de choses. Oui, et ça permet aussi... En fait, on se connaît mieux et on a peut-être moins envie d'avoir mal, ou effectivement, ou en tout cas, on va repérer plus rapidement les signes pour qu'on s'aide, et ça, on va se respecter un peu plus, en fait. Et pour le coup, ben, nos émotions, elles vont aussi pouvoir... on va pouvoir les vivre différemment, c'est-à-dire si on accepte que peut-être aujourd'hui, on est moins bien que hier, et que c'est OK, que demain ça sera mieux, qu'on accepte que on réussit pas tout, mais par contre on a déjà réussi telle ou telle chose, et donc si on l'a déjà réussi, on peut le refaire, donc on a des capacités. Enfin, il y a plein de choses en fait qu'on peut mettre en avant, et déjà je pense qu'on apprend à se respecter soi-même. C'est beau ce que tu dis, Céline. Ça va être une superbe phrase de conclusion. Je te remercie en fait pour ce partage et pour ta vision de la sophrologie. Donc toi, juste, tu es sur la région de Caen, c'est ça ? Oui, alors je vais, on va dire, de Caen à Falaise, mais je peux aller dans toute la Normandie. Ça dépend des problématiques et de ce qu'on me propose. Après, pour les particuliers, en tout cas en séance individuelle, je vais à domicile où je peux réserver un lieu sur Mondeville. D'accord. Voilà. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Céline. Et puis, qui sait, peut-être à bientôt pour un autre podcast. Merci Sidonie, à bientôt. À bientôt.